La belle-mère abandonne les jumelles du millionnaire dans une décharge. Mais 2 heures plus tard, le père arrive. Dans l'obscurité de la décharge, 2 faibles pleurs demandèrent de l'aide. Le millionnaire arrive sans savoir qu'il cherche ses propres filles. Et ce qu'il fait quand il le découvre laisse tout le monde en larmes. Pensez-vous? Que va-t-il se passer dans cette histoire? Laissez un commentaire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Le silence qui régnait dans cet hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine était presque palpable. Cela faisait exactement 2 ans que Richard Mercier arpentait ces couloirs comme des tunnels infinis, où chaque pas faisait écho à l'absence d'Hélène. Les employés s'étaient habitués à son air distant, à son regard qui semblait toujours chercher quelque chose qui n'était plus là. Parfois, il s'arrêtait devant le grand portrait du salon principal. Hélène, avec son sourire délicat, ses yeux couleur de miel qui paraissaient garder un doux secret, ses cheveux bruns tombant sur ses épaules. Il restait là, immobile, comme s'il attendait que la toile s'anime, qu'elle dise quelque chose. Richard n'était plus le même depuis l'accident. L'homme d'affaires qui dirigeait l'un des plus grands groupes de BTP du pays n'était plus que l'ombre de l'homme qu'il avait été. Les chiffres, les contrats, les réunions, tout était devenu son refuge, sa seule ancre pour ne pas se perdre complètement dans la douleur. Le travail était sa morphine quotidienne. Ce jeudi matin, le ciel de Paris s'éveillait lourd, chargé de nuages gris, qui semblaient refléter exactement ce qui se passait en lui. Le café fort et amer était déjà servi sur la table en verre de la véranda, comme tous les jours, à côté du journal impeccablement plié et de l'agenda au rendez-vous inscrit d'une écriture petite et soignée, l'œuvre de Marlène, sa secrétaire depuis plus de 15 ans. « Monsieur Richard, vous avez à peine touché à votre café », dit Régine, la gouvernante, qui servait la famille Mercier bien avant la naissance des jumelles. Son ton était toujours le même, un mélange de respect et d'inquiétude maternelle, même si elle n'avait que quelques années de plus que lui. « Je n'ai pas faim, Régine, merci. » Ses doigts tapotèrent le plateau de la table à un rythme nerveux tandis que ses yeux parcouraient l'agenda. Réunion avec des investisseurs à 9 heures, déjeuner avec le maire à midi, visioconférence avec les représentants de Dubaï à 15 heures et un rendez-vous noté à 17 heures qu'il avait lui-même inscrit. Visite du terrain, Seine-Saint-Denis. Ce terrain était l'un de ses nouveaux investissements. Un vaste espace en périphérie de la ville, où il prévoyait de construire une cité de logements sociaux dans le cadre d'un projet de l'entreprise. Mais ce qui l'attirait vraiment dans cet endroit, c'était la solitude, la chance d'échapper à l'étouffement des gratte-ciel, au bruit incessant des marteaux-piqueurs, aux voix des associés et aux demandes sans fin. Là, pour quelques instants, il pouvait simplement exister sans avoir à être le Richard Mercier que tout le monde attendait qu'il soit. « Monsieur aura besoin du chauffeur aujourd'hui ?» demanda Régine en ramassant la tasse presque intacte. « Non, je veux conduire. » Elle acquiesça en silence, mais ses yeux noirs et profonds en disaient bien plus que ses mots. Régine connaissait cet homme depuis qu'il n'était qu'un jeune ambitieux, aux rêves trop grands pour son nom de famille encore modeste. Elle l'avait vu rencontrer Hélène, tomber amoureux comme un adolescent, pleurer en apprenant qu'il serait père de jumelles, et elle l'avait vu s'effondrer lorsque l'éclat de ses yeux s'était éteint cette nuit de pluie, quand la nouvelle de l'accident sur l'autoroute A6 était arrivée comme une bombe qui avait fait exploser toute sa vie en morceaux. La journée s'est éternisée en une succession d'engagements automatiques. Richard parlait, signait, acceptait, refusait, tout comme s'il était programmé pour cela. Pendant le déjeuner avec le maire, il a même souri quelquefois, mais le sourire n'atteignait pas ses yeux. Ce n'était qu'un masque de plus qu'il portait, tout comme le costume impeccable et la cravate parfaitement nouée. Quand l'horloge a finalement sonné 4h30 de l'après-midi, il a ressenti un étrange soulagement. Il a pris les clés de la BMW dans le tiroir et est sorti sans prévenir personne. Dans l'ascenseur, il a desserré sa cravate et a respiré profondément, comme s'il s'apprêtait à plonger en eau profonde. La circulation parisienne était comme toujours, chaotique. Mais Richard connaissait les raccourcis, les rues moins embouteillées. En moins de 40 minutes, il laissait le quartier d'affaires derrière lui, voyant les immeubles luxueux céder la place à des constructions plus simples, plus humbles. Le ciel semblait plus ouvert ici, moins étouffé par les gratte-ciel et la pollution. Il gara la voiture près de l'entrée du terrain et descendit. Il n'y avait personne aux alentours, seulement le vent fort qui soufflait, faisant danser les feuilles des arbres à un rythme frénétique. Le soleil commençait déjà à se cacher,
peignant le ciel de teintes orangées et rouges. Richard ferma les yeux un instant, sentant le vent sur son visage, la première sensation authentique qu'il éprouvait depuis des jours. Il commença à marcher sur le terrain, sentant la terre sous ses chaussures importées. Ce serait le début d'un nouveau projet, mais à cet instant, ce n'était qu'un lopin de terre vide, silencieux, accueillant dans sa simplicité. Il s'éloigna de plus en plus de l'entrée, cherchant instinctivement la partie la plus isolée de l'endroit. C'est alors qu'il entendit un son étrange, étouffé comme quelque chose qu'on traînait. Il regarda autour de lui, intrigué. Le bruit venait de derrière une petite butte où un tas de détritus s'accumulait, restes de construction, sacs en plastique, gravats abandonnés. Richard s'approcha prudemment. Ce qu'il vit lui glaça le sang. Une femme, dos à lui, traînait 2 grands sacs noirs vers le tas de détritus. Mais ce n'étaient pas des sacs ordinaires. Il y avait quelque chose qui bougeait à l'intérieur, quelque chose qui se débattait pour sortir. Le bruit était irrégulier, désespéré. La femme, irritée, repoussait les volumes, comme pour tenter de contenir ce qu'il y avait à l'intérieur. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» La voix de Richard sortit avant même qu'il ne se rende compte qu'il parlait. La femme se retourna brusquement, et le choc fut comme un coup de poing dans son estomac. Il connaissait ce visage, les mêmes traits délicats d'Hélène, mais sans la douceur, sans la chaleur. C'était Christine, son épouse actuelle, la sœur d'Hélène, qu'il avait épousée 1 an après l'accident, dans un moment de faiblesse et de solitude. « Richard, qu'est-ce que tu fais là ?» Avant qu'il ne puisse répondre, l'un des sacs s'ouvrit. Une petite main apparut suivie d'un visage d'enfant sale et effrayé. De grands yeux bruns, identiques à ceux d'Hélène. C'était Marianne, l'une de ses filles jumelles, âgée de seulement 6 ans. « Papa ?» La voix de la fillette sortit comme un murmure d'espoir. Le monde de Richard sembla ralentir. Comme dans un cauchemar au ralenti, il vit l'autre sac bouger aussi, et bientôt Mélissa, l'autre jumelle, apparut, tout aussi sale, maigre, le visage marqué par la peur. Qu'est-ce que ça signifie? Sa voix tremblait maintenant, un mélange de colère et d'horreur grandissant en lui comme une tempête. Christine tenta de se ressaisir, ajustant son manteau coûteux, passant une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. « Ce n'est pas ce que tu crois, Richard. Les filles faisaient beaucoup de bêtises et je voulais juste... » Mais ses mots se perdirent dans l'air. Richard ne l'écoutait plus. Il marcha en direction des enfants, qui le regardaient avec un mélange de peur et d'espoir. Il s'agenouilla devant elle, sentant un nœud dans sa gorge. « Marianne, Mélissa !» Les mots sortaient à peine, étouffés par l'émotion. Les fillettes restèrent immobiles, comme si elles craignaient que le moindre mouvement puisse briser cet instant, faire disparaître leur père comme dans un mauvais rêve. Elles étaient si différentes de la dernière fois qu'il les avait vraiment vues, plus maigres, les cheveux en désordre, les yeux cernés, marqués par quelque chose que des enfants ne devraient jamais connaître. L'abandon. Ce fut Marianne qui bougea la première. Avec un courage qui semblait trop grand pour son petit corps fragile, elle tendit sa petite main et toucha le visage de son père, comme pour s'assurer qu'il était réel. « Tu es vraiment venu, papa ?» demanda-t-elle, la voix si basse que Richard dut se pencher pour l'entendre. Ces simples mots furent comme des coups de poignard dans sa poitrine. Combien de fois l'avait-elle attendu? Combien de fois avait-elle regardé par la fenêtre, attendant un père qui était prisonnier de son propre deuil, incapable de voir leur souffrance? « Je suis là maintenant », répondit-il, la voix brisée par l'émotion qui rompait enfin la barrière qu'il avait construite autour de son cœur. Il enleva sa veste et enveloppa les 2 fillettes, sentant à quel point elles étaient froides, tremblantes. C'est alors qu'il remarqua quelque chose qui brillait au cou de Mélissa, une fine chaîne en or avec un petit médaillon. Quand il regarda de plus près, il eut l'impression que le monde avait cessé de tourner. C'était une photo d'Hélène, souriante, exactement comme sur le portrait du salon. La même chaîne qu'il avait fait faire pour toute la famille des années auparavant, quand les jumelles n'étaient que des bébés. Un souvenir qu'Hélène avait tant insisté pour qu'il fasse, pour qu'elle mette toujours près d'elle, avait-elle dit. Christine fit un pas dans sa direction, mais Richard leva la main, l'empêchant de s'approcher. Ses yeux, autrefois vides, brûlaient maintenant d'une fureur contenue. « Ne t'approche pas d'elle. Plus jamais. » Il se leva, portant les 2 fillettes dans ses bras. Elles étaient si légères que son cœur lui fit encore plus mal. Christine commença à protester, à menacer, mais ses mots semblaient venir de très loin. Richard se dirigea vers la voiture,
sentant les petites mains de ses filles s'agripper à lui comme s'il était leur unique salut. Sur le chemin du retour, le silence dans la voiture était lourd, interrompu seulement par les sanglots occasionnels des fillettes. Sur la banquette arrière, elles restaient blotties l'une contre l'autre, comme si elles craignaient d'être séparées. Richard les observait dans le rétroviseur, essayant de digérer tout ce qui s'était passé. Comment n'avait-il pas remarqué? Comment avait-il permis qu'elles en arrivent à ce point? L'hôtel particulier de Neuilly n'avait jamais semblé aussi imposant et froid que ce soir-là, lorsque la BMW franchit les grilles et se gara devant l'entrée principale. Régine apparut sur le seuil, alertée par le gardien de l'arrivée de son patron. Son visage, normalement impassible, se transforma en pur choc lorsqu'elle vit Richard sortir les 2 fillettes de la voiture. « Mon Dieu du ciel !» murmura-t-elle, portant les mains à sa bouche. Régine courut vers eux, les yeux déjà embués de larmes. Quand les fillettes la virent, quelque chose sembla s'éveiller en elles. Une lueur de reconnaissance, peut-être même d'espoir. « Régine !» cria Mélissa, tendant les bras vers la gouvernante, qui la reçut dans une étreinte serrée, pleurant sans aucune retenue. « Mes petites filles, mes trésors !» disait-elle entre 2 sanglots, alternant les étreintes entre les deux. Richard observait la scène, abasourdi. L'intimité entre la gouvernante et ses filles était évidente. Pendant qu'il se noyait dans sa douleur, Régine avait été leur ancre. Cette pensée le fit se sentir encore plus coupable. « Entrons », dit-il finalement, la voix rauque. « Elles ont besoin d'un bain, de nourriture, et nous devons parler, Régine. » À l'intérieur de la maison, les employés s'activaient avec un mélange de choc et de soulagement. Les fillettes étaient le cœur de cet hôtel particulier, et leur absence ces derniers mois, depuis que Christine les avait envoyées dans un prétendu pensionnat spécial en Europe, avait laissé un vide que tous ressentaient. Maintenant, les revoir, même dans cet état déplorable, apportait une lumière qui n'avait pas éclairé ces murs depuis longtemps. Le bain fut un moment de découverte douloureuse. Des marques sur leur petit corps racontèrent des histoires que les fillettes ne parvenaient pas encore à verbaliser. Régine lava leurs cheveux avec délicatesse, tandis que Richard restait à la porte de la salle de bain, incapable de détourner le regard, incapable de fuir la réalité qui se présentait maintenant de manière si crue. Plus tard, dans la cuisine, les fillettes mangeaient avec une voracité qui trahissait le temps qu'elles avaient passé à avoir faim. De petits gestes, la façon dont elles cachaient des morceaux de pain dans les poches de leurs pyjamas, comment elles regardèrent la porte à chaque bruit, comment elles se recroquevillaient quand quelqu'un élevait la voix, tout cela brisait le cœur de Richard, un peu plus à chaque minute. Quand il les mit enfin au lit, dans la même chambre qu'elles partagèrent depuis leur naissance maintenue intacte, comme si elles les attendaient, Richard ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Un but. Les fillettes s'agrippèrent l'une à l'autre, même si elles avaient des lits séparés. Elles ne voulaient pas lâcher leurs mains, alors il resta là, assis entre les 2 lits, tenant fermement leurs petites mains fragiles. Ce n'est que lorsqu'elles furent sûres qu'ils n'allaient pas partir, que ce n'était pas un rêve, qu'elles se permirent enfin de fermer les yeux. Même endormies, elles ne lâchèrent pas leurs mains. C'est alors que Régine entra silencieusement dans la chambre. Ses yeux étaient rouges d'avoir tant pleuré, mais il y avait une détermination dans son regard que Richard n'avait jamais remarquée auparavant. « Nous devons parler », dit-elle à voix basse pour ne pas réveiller les fillettes. Dans la bibliothèque, avec un verre de whisky qu'il n'avait même pas touché, Richard écoutait Régine raconter une histoire qui faisait s'effondrer son monde un peu plus. Madame Hélène s'est toujours méfiée de sa sœur, toujours. Elle disait qu'il y avait quelque chose dans ses yeux, une jalousie, un ressentiment qui venait de l'enfance. Quand elle a su qu'elle était malade... « Malade ? Hélène était malade ?» interrompit Richard, sentant comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Régine acquiesça, un lourd soupir s'échappant de ses lèvres. L'accident n'était pas vraiment un accident, monsieur Richard. Madame Hélène était déjà très faible ce jour-là. Les médecins lui avaient dit qu'il ne lui restait que quelques mois. Elle ne voulait pas que monsieur souffre avant l'heure, elle disait qu'il suffisait que l'un d'eux porte ce poids. Richard sentit le monde tourner. Hélène était mourante, et il ne le savait pas. Comment était-ce possible? La seule personne en qui elle a eu confiance, c'est moi, continua Régine. Elle m'a fait promettre de prendre soin des fillettes, de garder un œil sur Madame Christine. Elle disait, ma sœur a toujours voulu tout ce qui était à moi depuis toute petite. Mes jouets, mes vêtements, mes amis. Maintenant, elle veut mon mari, ma maison, ma vie. Je ne peux juste pas la laisser avoir mes filles.
Les mots tombaient comme des pierres sur Richard. Hélène savait. D'une manière ou d'une autre, elle avait tout prévu. J'ai essayé de prévenir monsieur. Quand Madame Christine a commencé à éloigner les fillettes, quand elle a commencé à suggérer ce fameux pensionnat. Mais elle était toujours là. Elle trouvait toujours un moyen de m'en empêcher, de me faire passer pour une vieille femme sotte et paranoïaque. Régine essuya une larme tenace avec la manche de son uniforme. Quand elles sont parties, je savais que quelque chose n'allait pas. Les lettres qui arrivaient, soi-disant du pensionnat, étaient toutes les mêmes, génériques. Il n'y avait rien des fillettes dedans. Rien de la façon de Marianne de raconter les choses, rien des questions curieuses de Mélissa. Pourquoi ne m'avez-vous pas contacté directement? Pourquoi n'avez-vous pas insisté? La voix de Richard était chargée de culpabilité et de colère envers lui-même, la situation, sa propre cécité. J'ai essayé, monsieur Richard. Je jure que j'ai essayé. Mais monsieur était si distant, si enfermé dans sa douleur, et Madame Christine a convaincu tout le monde que monsieur ne supportait pas de voir les fillettes parce qu'elles lui rappelaient trop leur mère. Elle disait que c'était mieux ainsi pour votre bien. Richard se couvrit le visage de ses mains. Comment avait-il pu être si faible, si égocentrique dans sa propre douleur, qu'il n'avait pas vu la souffrance de ses propres filles? Comment avait-il permis à Christine de le manipuler de cette façon? Où était-elle pendant tout ce temps? Demanda-t-il, craignant la réponse. D'après ce que les fillettes m'ont raconté aujourd'hui, pendant que je leur donnais le bain, elles n'ont jamais quitté le pays. Elles sont restées enfermées dans la maison de Deauville, seules la plupart du temps, avec une employée qui les traitait plus comme des prisonnières que comme des enfants. Régine hésita, comme si ce qui allait suivre était encore plus difficile à dire. Elles ont parlé d'une chambre noire, où elles étaient punies pendant des jours. Elles ont parlé de nuits sans dîner, de menaces, d'être enfermées dans des placards quand il y avait des visiteurs. Richard sentit la bile lui monter à la gorge. L'image de ses filles, effrayées, affamées, pleurant dans une chambre noire pendant qu'il signait des contrats millionnaires, participait à des dîners et des voyages, c'était insupportable. Pourquoi Régine? Pourquoi Christine ferait-elle ça? Qu'est-ce qu'elle gagne à maltraiter deux enfants innocentes? Régine hésita de nouveau, choisissant ses mots avec soin. Le contrôle, monsieur Richard. Le contrôle sur vous, sur l'entreprise, sur l'héritage des fillettes. Madame Hélène a tout très bien ficelé dans son testament. Les fillettes ont un fonds fiduciaire millionnaire auquel elles ne pourront accéder qu'à 21 ans. D'ici là, le tuteur, vous, l'administre en leur nom. Mais s'il vous arrivait quelque chose, ou si vous étiez déclaré incapable, la tutelle passerait automatiquement à Madame Christine. Les pièces commençaient à s'assembler, formant un tableau sombre et calculateur. Christine ne voulait pas seulement sa vie, sa maison. Elle voulait tout, y compris l'empire financier qu'Hélène avait aidé à construire et laissé en héritage à ses filles. « Elle me préparait, » murmura Richard, la compréhension lui tombant dessus comme un poids, me transformant en un homme brisé, instable, obsédé par le travail, éloigné de ses filles, facile à manipuler, facile à déclarer incapable si nécessaire. Régine acquiesça tristement. Et aujourd'hui elle allait... Richard ne pouvait même pas terminer la phrase. L'image de ses filles dans des sacs poubelles, traînées vers un tas de gravats, était trop forte pour être mise en mots. « Dieu merci, monsieur est apparu », dit Régine, se permettant enfin de pleurer ouvertement. « Dieu merci ». Richard se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. La nuit dehors était silencieuse, étoilée, indifférente au drame qui se déroulait à l'intérieur de cet hôtel particulier. Pendant des années, il s'était perdu dans l'obscurité de sa propre douleur, aveugle à la lumière qui existait encore dans sa vie, ses filles. Mais maintenant, quelque chose en lui s'était réveillé, quelque chose de fort, de primitif, de déterminé. « Elle ne s'approchera plus d'elle, » dit-il, sa voix ferme pour la première fois depuis des années. « Plus jamais. » À ce moment, le portable dans sa poche vibra. C'était un message de Christine. « Nous devons parler, tu n'as pas compris ce que tu as vu. Les filles ont besoin d'une aide spéciale. Elles sont problématiques comme leur mère. Reviens à la maison, réglons ça entre adultes. » Richard regarda l'écran un long moment. Puis, avec un calme qui le surprit lui-même, il bloqua le numéro. Il retourna dans la chambre des fillettes, où elles dormaient encore, les mains entrelacées même pendant leur sommeil. Il s'assit dans le fauteuil à côté des lits, déterminé à ne pas bouger de là. En observant ses filles, un souvenir émergea des profondeurs de sa mémoire. Lui à 7 ans,
dans un orphelinat froid et impersonnel, après que sa mère l'ait abandonné et que son père soit mort. Le sentiment d'impuissance, la peur constante, la recherche désespérée d'un visage familier qui n'apparaissait jamais. Plus jamais, murmura-t-il, pour lui-même et pour les fillettes endormies. Plus jamais vous n'aurez peur ou ne vous sentirez abandonné. Je le promets. Dehors, les premiers rayons de soleil commençaient à colorer l'horizon de Paris. Un nouveau jour se levait, et avec lui un nouveau Richard Mercier. Non plus l'homme d'affaires froid et distant, non plus le veuf perdu dans sa propre douleur, mais un père. Un père déterminé à protéger ses filles, coûte que coûte. Ce qu'il ne savait pas encore, c'était à quel point ce coût serait élevé, et jusqu'où Christine était prête à aller pour récupérer le contrôle qu'elle venait de perdre. La nouvelle se répandit dans l'hôtel particulier comme une traînée de poudre. Les employés qui pendant des mois avaient ravalé le malaise de savoir que quelque chose n'allait pas, s'activaient maintenant avec une énergie renouvelée. La maison, qui semblait avoir été en deuil perpétuel, revenait lentement à la vie. Dans la chambre des fillettes, pour la première fois depuis longtemps, le soleil matinal parisien entrait librement par les rideaux ouverts, illuminant les visages endormis de Marianne et Mélissa. Richard n'avait pas dormi. Il était resté toute la nuit dans le fauteuil entre les lits, observant chaque mouvement, chaque soupir de ses filles, comme s'il craignait qu'elles puissent disparaître s'il détournait le regard ne serait-ce qu'une seconde. Ses yeux le brûlaient, mais il y avait une clarté dans son esprit qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Les pièces du puzzle s'emboîtaient, une par une, formant une image aussi nette que douloureuse. Le portable, qu'il avait mis en silencieux, n'arrêtait pas de vibrer. Messages, appels, emails, tous de Christine, alternant entre supplications et menaces. « Tu ne comprends pas ce que tu fais », disait l'un d'eux. « Les filles ont besoin d'une supervision spéciale, elles ne sont pas normales. » Dans un autre, « Si tu ne ramènes pas mes belles filles avant la fin de la journée, j'irai à la police. » L'enlèvement est un crime, Richard. Enlèvement. Le mot plana dans son esprit comme une ombre menaçante. Techniquement, il n'avait prévenu personne qu'il emmenait ses filles. Il n'y avait pas de documents, pas de procédure légale, juste l'instinct d'un père sauvant ses enfants du danger. Le bruit doux de pas dans le couloir le tira de ses pensées. Régine entra, portant un plateau avec du café, du pain frais et des fruits. Son regard passa des fillettes endormies à Richard et un sourire triste se forma sur son visage ridé. « Monsieur doit manger quelque chose, monsieur Richard, » murmura-t-elle, posant le plateau sur la petite table à côté du fauteuil. « Vous allez avoir besoin de force. » Richard acquiesça, reconnaissant de son attention. Régine était plus qu'une gouvernante. Elle était une sorte de gardienne de cette famille, la seule à être restée fidèle à la mémoire d'Hélène, la seule à avoir tenté de protéger les fillettes. « J'ai appelé le docteur Lemoine, » continua-t-elle à voix basse. « Il vient examiner les fillettes dès qu'elles se réveilleront. » Auguste Lemoine était le médecin de famille depuis des années, un ami personnel de Richard depuis l'université. Un homme discret et digne de confiance, exactement ce dont ils avaient besoin à ce moment-là. « Parfait, » répondit Richard, « et je vais aussi devoir parler à mon avocat aujourd'hui. J'ai déjà prévenu Paul que monsieur n'irait pas à l'entreprise. J'ai dit que vous étiez malade. » Paul était l'assistant de direction de Richard, son bras droit au sein du groupe de BTP. Un jeune homme efficace, mais qui semblait dernièrement plus proche de l'associé majoritaire, Charles Dumont, que de lui-même. « Charles a déjà appelé ?» demanda Richard avec une pointe de méfiance qu'il ne put dissimuler. Régine hésita, comme si elle choisissait ses mots avec soin. Il a appelé. 3 fois. La dernière fois, il a dit que c'était urgent, quelque chose à propos de la réunion avec les investisseurs étrangers. Richard acquiesça, pensif. Charles était de plus en plus intrusif dans les affaires de l'entreprise, remettant toujours en question ses décisions, suggérant toujours des voies différentes. Auparavant, Richard attribuait cela à sa propre distraction, à son éloignement émotionnel des affaires. Maintenant, il commençait à voir les choses sous un nouveau jour. Un petit mouvement dans le lit le plus proche de la fenêtre attira son attention. Mélissa, la plus calme des jumelles, ouvrait lentement les yeux. Un instant, elle parut confuse, regardant autour d'elle comme si elle ne reconnaissait pas l'endroit. Quand son regard croisa celui de Richard, il y eut un moment d'hésitation, comme si elle ne croyait pas ce qu'elle voyait. « Papa !» Sa voix était si basse que Richard l'entendit à peine. « Je suis là, ma petite !» répondit-il en s'agenouillant à côté du lit. Les yeux de la fillette se remplirent de larmes, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse.
C'étaient des larmes de soulagement, peut-être même de bonheur. Elle tendit sa petite main tremblante et toucha le visage de son père exactement comme Marianne l'avait fait la veille. Ce n'était pas un rêve, dit-elle, plus pour elle-même que pour lui. Cette déclaration simple et directe brisa quelque chose en Richard. Combien de fois avait-elle rêvé de ce sauvetage? Combien de matins s'était-elle réveillée pour découvrir qu'elles étaient toujours piégées dans leur cauchemar? Marianne commença aussi à se réveiller, bougeant inconfortablement dans son lit. Quand elle ouvrit les yeux, elle chercha immédiatement sa sœur, un réflexe développé pendant les mois de captivité partagée. En voyant Mélissa et son père, un sourire illumina son petit visage encore marqué par les ombres de la souffrance. « Papa! Régine !» s'exclama-t-elle, avec une animation qui contrastait avec son apparence fragile. « On est vraiment à la maison. » La matinée se déroula dans un étrange mélange de joie et de tension. Les fillettes, malgré l'expérience traumatisante, montraient une résilience surprenante. Elles mangèrent avec appétit, prirent leur bain sans protester et jouèrent même un peu dans le jardin d'hiver, sous le regard vigilant de Richard et Régine. Mais il y avait des signes inquiétants. La façon dont elles sursautaient au bruit soudain, comment Mélissa refusait de lâcher la main de sa sœur, comment Marianne regardait constamment les portes et les fenêtres, comme si elle s'attendait à ce que quelque chose de menaçant puisse entrer à tout moment. Le docteur Lemoine arriva vers 10 heures. Son visage habituellement jovial était sérieux lorsqu'il salua Richard. « J'ai essayé d'appeler, » dit-il à voix basse, tout en observant les fillettes jouer à distance. « Ton téléphone était toujours occupé. »« Je l'ai éteint, » répondit Richard. « Il y a des complications. » Auguste acquiesça sans poser de questions. Il connaissait Richard depuis assez longtemps pour savoir quand son ami était dans une situation délicate. « Allons voir comment vont nos princesses, » dit-il, forçant un ton enjoué en s'approchant des fillettes. L'examen fut doux, mais minutieux. Auguste discuta avec les jumelles tout en vérifiant leurs signes vitaux, cherchant des lésions, testant leurs réflexes. Les fillettes répondaient aux questions médicales avec un mélange de coopération et de crainte, surtout quand il les interrogeait sur des blessures spécifiques ou des cicatrices. Plus tard, dans la bibliothèque, loin des oreilles enfantines, le médecin ne cacha pas son inquiétude. Dénutrition légère, quelques contusions anciennes, une possible fracture mal consolidée au poignet de Mélissa. Physiquement, avec une bonne alimentation et des soins, elle devrait bien se rétablir en quelques semaines. Richard sentit sa poitrine se serrer. Et psychologiquement? Auguste soupira lourdement. C'est plus compliqué. Elles ont subi des traumatismes, Richard. Négligence, abus émotionnels, peut-être aussi physiques, bien qu'il soit difficile de déterminer l'étendue sans un récit complet. Elles auront besoin d'un suivi psychologique, d'un environnement sûr et stable. Elles auront tout ça, affirma Richard, avec une détermination qui surprit son ami. Je sais qu'elles l'auront, mais nous devons aussi penser à la situation légale. Si ce que tu m'as raconté est vrai, ta femme a commis des crimes graves contre ses enfants. Tu dois la dénoncer. Richard acquiesça lentement. Je vais le faire, dès que j'aurai parlé à mon avocat. Le médecin hésita comme s'il voulait dire autre chose, mais avait du mal à trouver les mots justes. « Il y a autre chose, Auguste ?» demanda Richard, remarquant son hésitation. « Oui, il y a... Une des infirmières du cabinet est une amie de Christine. Ce matin, en partant, elle a mentionné que ta femme semblait très agitée. Elle a parlé d'un scandale familial et qu'elle se rendait au commissariat. Ces mots tombèrent comme des pierres dans l'estomac de Richard. Christine agissait vite, tentant de prendre le contrôle du récit. C'était exactement le genre de manœuvre qu'il attendrait d'elle, retourner la situation, transformer l'agresseur en victime. La conversation fut interrompue par l'interphone de la maison. Le gardien annonçait l'arrivée de 2 policiers. Il voulait y parler à Monsieur Mercier. Richard sentit son sang se glacer dans ses veines. Il regarda Auguste, qui semblait tout aussi inquiet. « Reste avec les fillettes », demanda-t-il à son ami. « Ne laisse personne les emmener. » Le trajet jusqu'au portail principal ne lui parut jamais aussi long. Chaque pas résonnait à ses oreilles comme un marteau annonçant une sentence. Quand il arriva à l'entrée, il vit 2 policiers en uniforme et une voiture de police. À leur côté, Christine, les yeux rouges d'un chagrin que Richard savait fin, et son avocat René Moreau, un homme connu pour ses méthodes peu orthodoxes et son manque de scrupules. « Monsieur Richard Mercier ?» demanda l'un des policiers, un homme d'âge mûr au visage sévère. « Oui, c'est moi. »
Nous avons une plainte pour enlèvement et violence conjugale contre vous. Madame Christine Mercier affirme que vous avez emmené ses belles-filles de force, sans autorisation, et que vous l'avez agressée lorsqu'elle a tenté de s'interposer. » Richard ressentit l'absurdité de la situation comme une gifle. Christine avait complètement inversé l'histoire, le transformant en méchant. « C'est un mensonge complet, » répondit-il en essayant de garder son calme. « Mes filles étaient maltraitées par elle. Je les ai trouvées hier, dans des sacs poubelles, traînées vers un tas de gravats sur un terrain vague. » Les policiers échangèrent des regards sceptiques. L'histoire semblait absurde, même pour Richard qui l'avait vécu. « Nous sommes venus accompagner Madame Mercier pour récupérer les enfants, » dit le second policier, plus jeune et visiblement mal à l'aise avec la situation. « Je ne livrerai pas mes filles, » répondit Richard, sentant une détermination qui venait du plus profond de son être. « Ce sont mes filles biologiques. Je suis en plein exercice de l'autorité parentale, et elles sont en sécurité ici. » L'avocat de Christine s'avança, un sourire calculateur sur ses lèvres minces. « Monsieur Mercier, nous avons ici une ordonnance du tribunal accordant la garde provisoire des mineurs à ma cliente. Si vous ne coopérez pas, les policiers devront utiliser la force et vous serez arrêté pour désobéissance. » Richard regarda le papier tendu par l'avocat. C'était un document officiel, avec le timbre du tribunal de grande instance. Comment Christine avait-elle obtenu cela si rapidement? « Je veux voir mes filles. » La voix de Christine s'éleva, dramatiquement brisée. « Je suis si inquiète. » Dieu sait ce qu'il peut leur faire. La performance était parfaite. Des larmes aux yeux, la voix tremblante, la posture d'une mère désespérée. Si Richard ne l'avait pas vue la veille, traînant les fillettes dans des sacs poubelles, peut-être même lui se serait-il laissé berner. C'est à ce moment que le salut arriva, sous la forme d'une Mercedes noire qui se gara brusquement derrière la voiture de police. En descendit Léonard Vasseur, l'un des avocats les plus respectés de Paris, ami de Richard depuis l'université. « Richard !» appela Léonard, marchant d'un pas ferme vers le petit groupe. « J'ai reçu ton message. Je suis là. » La vérité était que Richard n'avait envoyé aucun message. Il avait essayé d'appeler Léonard plus tôt, mais n'avait pas réussi à le joindre. Quelqu'un, probablement Régine, avait pris l'initiative. Léonard se présenta aux policiers, examinant rapidement le document dans les mains de Richard. « Messieurs, je vous demande un instant pour vérifier la légitimité de cette ordonnance, » dit-il, avec l'autorité que seules des décennies d'expérience dans les tribunaux pouvaient conférer. Pendant que les policiers attendaient, Léonard emmena Richard quelques pas plus loin, parlant à voix basse et urgente. « Cette ordonnance est irrégulière. Elle a été accordée sans procédure contradictoire, probablement par un juge de permanence qui n'a pas eu accès à tous les faits. Nous pouvons la contester, mais il nous faut du temps. As-tu des preuves de ce qui s'est passé hier ?» Richard réfléchit rapidement. Les fillettes elles-mêmes, les examens médicaux que le docteur Lemoine vient de faire, et le gardien de l'entreprise qui surveille le terrain, il doit y avoir des enregistrements des caméras. Léonard acquiesça. « Bien, ça nous donne de quoi travailler. Maintenant, écoute attentivement. Nous ne pouvons pas simplement ignorer une ordonnance du tribunal, même si elle est irrégulière. Cela compliquerait ta situation. Nous devons jouer leur jeu pour le moment. »« Je ne lui livrerai pas mes filles, Léo, » dit Richard, avec une fermeté qui le surprit lui-même. « Je ne le suggère même pas, » répondit l'avocat. « Mais nous avons besoin d'une stratégie. Laisse-moi leur parler. » Léonard retourna vers les policiers, maintenant avec une expression professionnelle et sereine. « Messieurs, mon client ne refuse pas d'obtempérer à l'ordonnance. Il demande simplement que, étant donné la gravité de la situation et les allégations des deux parties, les enfants restent sous la supervision d'un tiers neutre jusqu'à ce que le juge puisse évaluer correctement le cas. Les fillettes viennent de subir un examen médical qui a documenté de possibles abus. Si vous pouviez parler aux médecins ici présents et voir les enfants, je crois que vous conviendrez que les déplacer à nouveau serait traumatisant et potentiellement préjudiciable. » Les policiers se regardèrent, visiblement mal à l'aise. Ils ne faisaient qu'exécuter les ordres, mais la situation s'était compliquée avec l'arrivée de l'avocat et la mention de preuves médicales d'abus. « C'est absurde !» s'exclama Christine, abandonnant momentanément sa posture de victime. « L'ordonnance est claire, il doit livrer les enfants maintenant. » Son avocat posa une main sur son bras, dans un geste clair pour qu'elle se contrôle. Trop tard, cet éclair de fureur avait suffi à rendre les policiers méfiants. « Madame, s'il vous plaît, gardez votre calme, » dit le policier plus âgé. « Nous allons vérifier la situation des enfants avant de prendre toute décision. »
C'est ainsi que, quelques minutes plus tard, les policiers se trouvaient dans le salon de l'hôtel particulier, observant les jumelles jouer dans le jardin d'hiver, visiblement heureuses malgré les signes physiques de négligence. Le docteur Lemoine expliquait en termes professionnels les preuves de mauvais traitement qu'il avait trouvées. Christine, assise raidement dans un fauteuil, maintenait une expression d'indignation contenue. Son avocat lui murmurait occasionnellement à l'oreille, lui conseillant probablement de garder son sang-froid. Ce fut Marianne qui changea tout. Lorsqu'elle remarqua la présence de Christine dans la pièce, son petit corps se figea. Le jouet qu'elle tenait, un vieil ours en peluche qui avait été sauvé du fond d'un placard, tomba de sa main. Son visage pâlit, et, en un instant, elle courut se cacher derrière Richard, s'agrippant à sa jambe comme si sa vie en dépendait. « Ne la laisse pas nous emmener encore, papa !» implora-t-elle, la voix brisée par la peur. « S'il te plaît, ne la laisse pas !» Mélissa, voyant la réaction de sa sœur, courut également vers son père, la terreur peinte sur son petit visage pâle. Elle ne dit rien. Elle s'agrippa simplement de l'autre côté de Richard, tremblant visiblement. La réaction des fillettes en disait plus que n'importe quel témoignage. Les policiers échangèrent des regards significatifs. Le plus âgé s'approcha de Richard, parlant à voix basse. « Monsieur Mercier, je pense que nous devons reconsidérer cette situation. La réaction des enfants est préoccupante. » Le jeune policier, quant à lui, avait sorti un petit carnet et notait quelque chose, ses yeux se tournant occasionnellement vers les fillettes et vers Christine. « C'est de la manipulation. » Christine se leva, sa voix s'élevant dangereusement. « Il les a montés contre moi. Je suis leur mère. C'est moi qui me suis occupé d'elles toutes ces années pendant qu'ils travaillaient. »« Madame, s'il vous plaît, gardez votre calme, » répéta le policier plus âgé, maintenant avec un ton plus ferme. « Christine, asseyez-vous, » ordonna son avocat, percevant clairement qu'elle perdait le contrôle. Mais Christine avait franchi un seuil. Son visage, normalement composé en un masque de beauté calculé, était maintenant tordu par la colère. Elle fit un pas vers les fillettes, qui se recroquevillèrent encore plus derrière leur père. « Venez ici tout de suite, » ordonna-t-elle, la voix stridente. « Arrêtez cette comédie. » Le mouvement brusque suffit pour que les policiers interviennent. Le plus âgé se plaça entre Christine et les enfants, tandis que le plus jeune la tenait doucement par le bras. « Ah, madame, je pense qu'il vaut mieux que vous vous calmiez, » dit-il avec fermeté. « Nous sommes ici pour protéger les enfants, avant tout. » Ce fut suffisant pour que la façade s'effondre complètement. Christine retira violemment son bras, ses yeux lançant des éclairs de haine. « Vous ne comprenez pas, il va tout gâcher. Ces filles sont ma garantie, mon avenir. Je n'ai pas passé 2 ans à supporter ces pestes pour tout perdre maintenant. » Le silence qui suivit l'explosion fut assourdissant. Tout le monde dans la pièce était paralysé. Richard, l'avocat, les policiers, même le docteur Lemoine, qui était entré dans la pièce en entendant l'agitation. Les seules à bouger furent les jumelles, qui s'agrippèrent encore plus fort à leur père, comme si elles essayaient de disparaître en lui. L'avocat de Christine fut le premier à se ressaisir, se précipitant vers sa cliente. « Christine, je pense qu'il vaut mieux que nous partions maintenant, » dit-il d'un ton urgent. « Nous allons régler ça autrement. » Mais il était trop tard. Le mal était fait. Les policiers en avaient vu assez pour se faire une opinion très différente de celle qu'ils avaient en arrivant. « Messieurs, je pense que nous devons revoir cette situation, » dit Léonard, s'adressant aux policiers. « Comme vous pouvez le voir, les enfants sont terrorisés à l'idée d'aller avec cette dame. Et ces paroles indiquent clairement qu'il y a quelque chose de très anormal dans cette histoire. » Le policier plus âgé acquiesça lentement. « Nous allons rapporter ce que nous avons vu au juge. En attendant, les enfants restent sous la garde du père. Madame, » ajouta-t-il en se tournant vers Christine, « je vous suggère de nous accompagner au commissariat. Nous avons quelques questions sur vos déclarations précédentes. » Le visage de Christine perdit toute couleur. Elle regarda son avocat, qui ne fit que hausser les épaules, tout aussi abasourdi par la tournure que la situation avait prise. « Ce n'est pas fini, » dit-elle, fixant Richard avec une intensité qui aurait fait reculer n'importe qui de moins déterminé. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire. »« En fait, je crois que je commence enfin à le savoir, » répondit Richard, avec un calme qui venait de la certitude de faire ce qui était juste. Quand Christine et son avocat partirent enfin, escortés par les policiers, elle pour fournir des éclaircissements, pas exactement en état d'arrestation, mais certainement dans une position très différente de celle qu'elle avait imaginée, un silence soulagé s'abattit sur l'hôtel particulier. Richard s'agenouilla devant ses filles,
qui tremblaient encore comme des feuilles au vent. « Tout va bien maintenant », assura-t-il, les serrant dans ses bras avec toute la force que son cœur nouvellement éveillé lui permettait. « Elle ne vous fera plus de mal. Plus jamais. » Les fillettes s'agrippèrent à lui, pleurant silencieusement. C'était un pleur différent, non de peur ou de désespoir, mais de soulagement, d'espoir. Léonard observait la scène avec un mélange d'émotion et d'inquiétude. Quand Richard se releva enfin, emmenant les fillettes dans leur chambre avec l'aide de Régine, l'avocat le retint par le bras. « Richard, c'est loin d'être fini », l'avertit-il à voix basse. « Ce qui s'est passé aujourd'hui est une victoire, mais une petite. Christine a des ressources, des relations. Et d'après ce que j'ai compris, elle a beaucoup à perdre si elle n'obtient pas ce qu'elle veut. » Richard acquiesça, le visage maintenant marqué par une détermination de fer que Léonard n'avait pas vue depuis l'époque où il se disputait des cas simulés à la faculté. « Je sais, Léo, et je suis prêt pour la guerre. » Ce que Richard ne savait pas, c'est que cette guerre serait bien plus vaste, bien plus dangereuse et bien plus sale qu'il ne pouvait l'imaginer. Pendant qu'il emmenait ses filles se reposer, protégées par les murs de l'hôtel particulier et l'amour redécouvert de leur père, d'autres pièces se déplaçaient sur l'échiquier. Dans son bureau au cœur de la Défense, Charles Dumont, associé majoritaire du groupe Mercier BTP, recevait un appel qui le fit froncer les sourcils d'inquiétude. « Comment ça, elle s'est fait prendre ?» demanda-t-il, la voix basse mais chargée de tension. Le plan était parfait. Il n'aurait jamais dû découvrir les enfants. De l'autre côté de la ligne, une voix masculine expliquait la situation. Charles écoutait, le visage de plus en plus sombre. « Non, n'abandonne pas le navire pour l'instant. Elle est impulsive, mais pas stupide. Elle ne nous dénoncera pas. Oui, continue avec le plan B. Quant aux actions de l'entreprise, ne t'inquiète pas. D'ici la fin du mois, Richard ne sera plus aux commandes. » Il raccrocha et resta à regarder la vue panoramique de la ville qui s'étendait par la fenêtre de son bureau. Paris, géant de béton et d'ambition, ne pardonnait pas aux faibles, aux distraits, aux émotionnellement compromis. Richard avait été tout cela ces dernières années, laissant la place à Charles pour prendre de plus en plus le contrôle de l'entreprise, qui, techniquement, appartenait encore majoritairement à son ami. « Tu as choisi le mauvais moment pour te réveiller, Richard », murmura-t-il pour lui-même en faisant lentement pivoter sa chaise. Le très mauvais moment. Ailleurs dans la ville, dans la rédaction d'un petit journal indépendant, une jeune journaliste regardait fixement l'écran de son ordinateur. Louise Fournier, 32 ans, des cheveux bouclés toujours attachés en une queue de cheval négligée, des lunettes à monture épaisse qui ne parvenaient pas à cacher l'intensité de ses yeux sombres. Sur l'écran, une photo de Richard Mercier lors d'une récente conférence de presse aux côtés de sa femme, Christine, souriant comme le couple parfait. « Il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire », murmura-t-elle pour elle-même, en prenant des notes dans un carnet déjà bien usé. Personne ne passe de veuf anéanti à ravisseur violent du jour au lendemain. Louise avait des raisons personnelles de se méfier des histoires d'enfants maltraités que personne ne croyait. Sa sœur cadette, Carla, avait souffert aux mains d'un beau-père abusif pendant des années, sans que personne, pas même leur propre mère, ne la croie. Quand la vérité éclata enfin, il était trop tard. Carla, à 16 ans, s'était suicidée, ne laissant qu'un mot. Personne n'a écouté. Personne n'a vu. Depuis lors, Louise avait fait de la vérité sa mission de vie. Elle s'était spécialisée dans les enquêtes sur les cas de maltraitance infantile, de violence domestique, d'injustice silencieuse cachée derrière des façades respectables. Et quelque chose dans cette affaire spécifique avait éveillé son flair de journaliste. « Voyons ce qui se passe vraiment dans cette famille », dit-elle en prenant le téléphone pour commencer à passer des appels. « Donnons une voix à ceux qui ne sont pas entendus. » Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son enquête la mènerait bien au-delà d'un simple cas de litige de garde. Ce n'était que le début d'un voyage, qui relierait le drame personnel de Richard et de ses filles à un réseau de pouvoir, de cupidité et de corruption qui s'étendait des salons élégants de la haute société parisienne aux couloirs sombres de la politique et des grandes affaires. La nuit tombait sur Paris quand Régine entra silencieusement dans la chambre des jumelles. Richard s'était finalement endormi dans le fauteuil, vaincu par la fatigue physique et émotionnelle des dernières 24 heures. Les fillettes dormaient dans leur lit, encore vêtues de leurs habits de la journée. Personne n'avait eu le courage de les réveiller pour les changer. La vieille gouvernante s'approcha du lit de Mélissa, ajustant la couverture sur la fillette. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'étrange. La petite était agrippée à un vieux carnet,
à la couverture noire, que Régine n'avait jamais vue auparavant. Avec précaution pour ne pas la réveiller, elle fit glisser le carnet d'entre ses doigts. Sur la première page, une écriture élégante et familière fit battre son cœur. C'était la calligraphie d'Hélène. « Mon Dieu du ciel !» murmura-t-elle pour elle-même, sentant ses jambes flageoler. « C'est son journal intime. » Régine s'assit dans le petit fauteuil de la chambre de service qu'elle occupait depuis près de 3 décennies dans cette maison. Ses mains tremblantes caressaient la couverture du journal, comme si elle touchait un objet sacré. Elle hésitait à l'ouvrir. Cela semblait être une violation de l'intimité d'Hélène, la patronne qui était devenue presque une fille pour elle. Mais Hélène elle-même avait dit dans les dernières semaines avant l'accident « S'il m'arrive quelque chose, Régine, tu sauras quoi faire. » À l'époque, Régine avait interprété cela comme un autre épanchement d'une femme malade et effrayée. Maintenant, avec le journal en main et les jumelles enfin en sécurité, les mots prenaient un poids différent, presque prophétique. « Pardonne-moi, Hélène », murmura-t-elle, avant d'ouvrir enfin le carnet à la couverture noire. Les premières pages étaient des notes quotidiennes, consultations médicales, réactions au traitement, petites joies du quotidien avec ses filles. Hélène avait été diagnostiquée avec un type rare de leucémie quelques mois avant l'accident. Elle avait choisi de n'en parler à personne, sauf à Régine et à son médecin. « Richard porte déjà tant de poids », avait-elle écrit. « Je ne peux pas laisser ma maladie devenir un fardeau de plus pour lui. » À mesure que Régine avançait dans sa lecture, le ton des entrées changeait. Hélène commençait à exprimer des inquiétudes au sujet de sa sœur, Christine, qui était réapparue dans leur vie après des années passées à l'étranger. Christine a toujours regardé ma vie comme si c'était quelque chose qu'elle méritait d'avoir. Quand nous étions enfants, elle volait mes poupées. À l'adolescence, elle essayait de séduire mes petits amis. Maintenant, je vois comment elle regarde Richard, les filles, notre maison, avec cette même expression d'autrefois, comme si tout cela devait être à elle. Quelques pages plus loin, les soupçons s'approfondissaient. J'ai trouvé Christine dans le bureau de Richard aujourd'hui, fouillant dans les documents de l'entreprise. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle a dit qu'elle cherchait un stylo. Mais j'ai vu qu'il y avait des papiers sur le bureau, des papiers liés au fonds fiduciaire des filles. Et puis, dans une entrée datée de 2 semaines avant l'accident, quelque chose qui glaça le sang de Régine. Je crois que Christine met quelque chose dans ma nourriture. Les jours où elle insiste pour préparer mon thé, je me sens étrangement plus mal. Mes analyses montrent une accélération de la maladie que les médecins n'arrivent pas à expliquer. Je garde des échantillons du thé. J'ai demandé au docteur Torres de les analyser sans éveiller les soupçons. La dernière entrée du jour de l'accident était brève et troublante. Le docteur Torres a confirmé. Il y a des traces d'un composé qui interfère avec ma médication, accélérant la détérioration de mon état. Je vais confronter Christine aujourd'hui. S'il m'arrive quelque chose, ce journal contient toute la vérité. Régine saura quoi faire. Mes filles, mes amours, pardonnez-moi de ne pas avoir été assez forte pour vous protéger jusqu'au bout. Régine referma le journal, des larmes coulant librement sur son visage ridé. Hélène n'était pas morte dans un simple accident. Elle avait été assassinée, lentement et méthodiquement, par sa propre sœur. Et maintenant, cette même femme avait tenté de se débarrasser de ses nièces lorsqu'elles étaient devenues un obstacle à ses plans. Dehors, la nuit parisienne était occasionnellement coupée par les phares des voitures qui passaient. Dans une berline noire discrètement garée de l'autre côté de la rue, Louise Fournier observait la maison des Mercier à travers un téléobjectif. Elle avait obtenu l'adresse par un contact au commissariat, le même qui l'avait informé de la confusion impliquant la belle-mère des enfants cet après-midi-là. « Cette histoire est de plus en plus étrange », murmura-t-elle pour elle-même, tout en notant le nom des visiteurs qu'elle avait vus entrer et sortir de la maison au cours des dernières heures. Son portable vibra. C'était un SMS de sa source à l'hôpital américain de Paris. « J'ai les dossiers que tu as demandés. Madame Hélène Mercier était une patiente du docteur Torres. Diagnostic, leucémie lymphoïde aiguë. Tu me dois une grosse faveur. » Louise sourit. C'était une autre pièce du puzzle. Dans la version officielle, Hélène Mercier était morte sur le coup dans un accident de voiture sur l'autoroute A6. Il n'y avait aucune mention de maladie. Pourquoi cacher une chose pareille? Son instinct de journaliste lui disait qu'elle était sur la bonne voie, mais elle avait besoin de plus. Beaucoup plus. À l'intérieur de la maison, Richard se réveilla en sursaut dans le fauteuil de la chambre des filles. Un cauchemar? Il ne s'en souvenait pas.
Il regarda l'église où dormaient ses filles et sentit sa poitrine se serrer en réalisant que Marianne n'y était pas. Il se leva rapidement, le cœur battant la chamade. Où pouvait-elle être? Le souvenir de ce que Christine leur avait fait était encore trop vif, la peur encore trop forte. Il sortit dans le couloir, appelant à voix basse « Marianne, où es-tu, ma chérie ?» Aucune réponse. La maison était silencieuse. Seul le tic-tac de la grande horloge du hall résonnait sur les murs. Richard accéléra le pas, vérifiant les chambres, la salle de bain, la bibliothèque, sentant la panique grandir à chaque pièce vide. C'est alors qu'il entendit un son doux presque imperceptible venant du salon de musique, une pièce qui était restée fermée depuis la mort d'Hélène. C'était elle qui jouait du piano, qui remplissait la maison de mélodies qui semblaient faire danser l'air lui-même. Il s'approcha prudemment. La porte était entr'ouverte, une fine ligne de lumière s'échappant par la fente. Il la poussa doucement, et la scène qu'il vit lui fit manquer un battement. Marianne était assise au piano, ses petits doigts effleurant hésitamment les touches, produisant des notes isolées, décousues, mais néanmoins reconnaissables pour Richard. C'était la musique qu'Hélène leur jouait toujours pour s'endormir, une berceuse qu'elle avait elle-même composée. La fillette ne l'avait pas encore remarqué. Son visage était concentré, la langue pointant légèrement entre ses lèvres, exactement comme Hélène le faisait lorsqu'elle se concentrait sur quelque chose de difficile. « Marianne » appela-t-il doucement, pour ne pas l'effrayer. Elle leva les yeux, et il n'y avait pas de peur en eux, seulement une sorte de paix triste, une nostalgie trop grande pour son petit corps. « J'essaie de me souvenir de la musique de maman, » dit-elle, avec une simplicité qui brisa le cœur de Richard. Elle a dit que tant que je me souviendrais de la musique, elle serait toujours avec moi. Richard s'approcha, s'asseyant à côté d'elle sur le banc du piano. Combien de fois avait-il vu Hélène là, avec une des jumelles de chaque côté, leur apprenant à jouer? Comment avait-il permis que ce moment, ce souvenir leur soit volé? « Je peux t'aider » demanda-t-il en posant ses mains sur le clavier. « Ta mère m'a aussi appris cette chanson. » Ce n'était pas tout à fait vrai. Hélène avait essayé de lui apprendre, mais Richard avait toujours été un élève réticent, préférant l'admirer jouer plutôt que d'apprendre lui-même. Maintenant, il souhaitait avoir été plus attentif. Pourtant, il parvint à jouer les premières notes, avec hésitation. Marianne observait ses mains avec attention, les yeux brillants d'une lueur que Richard n'avait pas vue depuis longtemps, l'espoir. Quand il s'arrêta, incapable de se souvenir du reste, ce fut la fillette qui continua, ses petits doigts trouvant les bonnes touches par pur instinct, par pure mémoire émotionnelle. La mélodie émergea, imparfaite mais reconnaissable, remplissant la pièce qui était restée si longtemps silencieuse. Ils restèrent là, père et fille, reconstruisant ensemble la musique, note par note, comme s'ils reconstruisaient aussi leur propre lien, leur propre histoire familiale. Quand ils eurent terminé, Marianne le regarda avec un sourire timide, mais sincère. « Maman serait contente, n'est-ce pas ?» Richard ravala le nœud qu'il avait dans la gorge. « Très contente, ma petite, très contente. » C'est à ce moment qu'il remarqua une présence à la porte. C'était Régine, le visage encore marqué par les larmes, le journal d'Hélène dans ses mains. « Monsieur Richard, » dit-elle, la voix grave, « nous devons parler. Maintenant. » Dans le penthouse d'un immeuble de luxe de l'avenue Montaigne, Christine arpentait la pièce comme une bête en cage. Elle avait réussi à éviter la prison. Son avocat était assez bon pour ça, mais elle était loin d'être libre. Les policiers avaient posé trop de questions, noté trop de réponses. Et cette maudite explosion de colère devant tout le monde, comment avait-elle pu être si stupide? « Tu as tout gâché », dit Charles Dumont, confortablement assis dans l'un des canapés en cuir blanc, un verre de whisky à la main. « Des années de planification, des millions investis, et tu jettes tout par la fenêtre pour un accès de colère. »« C'était un faux pas, » répondit-elle en se servant une généreuse dose de vodka. « Je peux réparer ça. Nous avons toujours le plan B. » Charles l'observa avec un mélange de mépris et de calcul. Christine était belle, c'était indéniable, les mêmes traits délicats qu'Hélène, mais avec une dureté dans les yeux, une ambition dans le sourire que sa sœur n'avait jamais eue. C'était cette ambition qui en avait fait une partenaire précieuse. C'était aussi ce qui la rendait dangereuse. « Le plan B exige de la discrétion, du contrôle, de la patience, » dit-il en faisant tourner le liquide ambré dans son verre. « 3 qualités que tu as démontré ne pas posséder aujourd'hui. » Christine cessa de marcher, le fixant avec une fureur à peine contenue. « N'oublie pas qui a commencé tout ça, Charles. C'est moi qui t'ai rapproché de Richard. »
C'est moi qui ai manipulé ma propre sœur malade pour te frayer un chemin. C'est moi qui a failli tuer 2 enfants et s'est fait prendre en flagrant délit, compléta-t-il froidement. Ça ne faisait pas partie du plan, Christine. Jamais. Elle vida son verre de vodka d'un trait, l'alcool lui brûlant la gorge. Les filles étaient un problème. Le testament d'Hélène est clair. Je ne peux accéder au fonds fiduciaire en tant que tutrice que si Richard est déclaré incapable ou absent. Mais tant que les jumelles sont en vie, elles ont la priorité sur l'héritage à leurs 21 ans. C'est près de 200 millions d'euros, Charles. Tu crois que j'allais attendre 15 ans pour mettre la main dessus? Charles se leva, s'approchant d'elle d'un pas lent et délibéré. Son expression était un mélange d'incrédulité et de quelque chose de plus sombre. Tu es en train de me dire que tu as essayé de tuer tes propres nièces pour de l'argent? Ça ne faisait pas partie de notre accord, Christine. Le plan était simple. Tu te rapprochais de Richard après la mort d'Hélène. Tu gagnais sa confiance, tu l'épousais. Pendant ce temps, je minais son autorité dans l'entreprise, le faisant paraître instable, émotionnellement compromis. En quelques années, j'aurais pris le contrôle total des affaires, et tu aurais eu la partie personnelle de la fortune. Propre, discret, légal. Christine haussa les épaules, se servant une autre dose. J'ai accéléré les choses. Et alors? Le résultat aurait été le même. Charles secoua la tête, un sourire sans humour aux lèvres. Tu es encore plus ambitieuse que je ne le pensais, et plus dangereuse. Il marqua une pause, l'étudiant avec un regard neuf. Que s'est-il vraiment passé avec Hélène? L'accident était-il vraiment un accident? Le regard que Christine lui lança fut une réponse suffisante. Charles sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il s'était allié à une sociopathe complète. « Nous devons prendre nos distances », dit-il en posant son verre sur la table basse. « Ça devient trop compliqué. Je vais continuer avec mes plans pour l'entreprise. Toi, eh bien, tu règles tes propres problèmes. » Christine rit, un son rauque, sans joie. « Tu prends la fuite, Charles? Après tout ce que nous avons investi ensemble, après tout ce que je sais sur toi, sur la façon dont tu as détourné de l'argent du projet de la porte de Versailles, sur la façon dont tu as soudoyé l'inspecteur de la mairie pour le projet dans les Yvelines. » Le visage de Charles se durcit. « Tu me menaces, Christine ?» Elle s'approcha, son parfum coûteux l'enveloppant comme un nuage toxique. « Je te rappelle que nous sommes dans le même bateau. Si je tombe, tu tombes avec moi. Alors, au lieu de m'abandonner, réglons ça. Ensemble, comme nous l'avions prévu. » Dans le bureau de son domicile, Louise tapait furieusement sur son ordinateur portable. L'histoire prenait forme, pas seulement un drame familial, mais quelque chose de bien plus grand, impliquant l'un des plus grands groupes de BTP du pays, des millions en contrats gouvernementaux, de possibles détournements de fonds. Son rédacteur en chef s'était montré sceptique lorsqu'elle avait présenté les premières preuves. « Fais attention, Louise », l'avait-il averti. « Tu t'attaques à des gens puissants. Es-tu sûr que ce n'est pas juste ton obsession personnelle qui prend le dessus ?» La question l'avait dérangée car elle contenait une part de vérité. Depuis la mort de Carla, Louise voyait des cas de maltraitance infantile partout, mais cette fois c'était différent. Il y avait des preuves concrètes, un schéma clair. Son portable sonna. C'était un numéro inconnu. « Allô? Mademoiselle Fournier ?» La voix à l'autre bout du fil était basse, nerveuse. « Ici Paul Santana, l'assistant de direction de Richard Mercier. J'ai appris que vous enquêtiez sur l'affaire de ses filles. » Louise sentit son pouls s'accélérer. Une source interne à l'entreprise était exactement ce dont elle avait besoin. « Comment avez-vous eu mon numéro, monsieur Santana? Est-ce que ça a de l'importance? J'ai des informations qui pourraient vous intéresser. Sur Charles Dumont, l'associé de monsieur Mercier. Sur des détournements dans l'entreprise. Sur un plan pour évincer Richard de la direction. » Louise prit son enregistreur, l'allumant discrètement. « Je vous écoute. »« Ah, pas au téléphone, » répondit Paul. « Pouvons-nous nous rencontrer? Demain à 10 heures au café du musée d'art moderne. Venez seul. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il raccrocha. Louise fixa le téléphone un long moment. Cela pouvait être un piège, ou cela pouvait être la pièce manquante pour compléter le puzzle. De retour à l'hôtel particulier des Mercier dans la bibliothèque, Richard écoutait, choqué, le récit de Régine sur le contenu du journal d'Hélène. Empoisonné? Par Christine? Sa voix était un mélange d'incrédulité et d'horreur. Et moi, je n'ai tout simplement rien remarqué. J'ai épousé l'assassin de ma femme. Régine posa une main ridée sur la sienne, un geste maternel qui transcendait les barrières entre patron et employé. Monsieur était anéanti par la douleur, monsieur Richard.
Elle en a profité. Hélène connaissait le danger, mais elle ne voulait pas inquiéter monsieur avec sa maladie. Elle pensait pouvoir régler ça seule. Richard se passa les mains sur le visage, sentant le poids de chaque révélation comme un coup physique. Qu'est-ce que je n'ai pas vu d'autre, Régine? Qu'est-ce que j'ai permis d'autre pendant que j'étais aveuglé par ma propre douleur? La gouvernante ne répondit pas immédiatement. Son regard se tourna vers le couloir, où Mélissa se tenait, observant silencieusement la scène, son petit visage un masque d'inquiétude. « Mélissa, ma chérie », appela Régine en tendant la main. « Viens ici. Ton père et moi, nous ne faisons que discuter. » La fillette hésita, regardant de Régine à Richard. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une connaissance, une compréhension au-delà de son âge. « Vous parlez de tante Chris, » dit-elle, sa voix si basse qu'ils l'entendirent à peine. « De comment elle a fait partir maman. » Richard sentit son cœur se serrer. « Tu sais ça, Mélissa ?» La fillette entra dans la bibliothèque, ses pas légers comme ceux d'un animal effrayé testant un terrain inconnu. « Je l'ai entendu parler une fois, au téléphone. Elle a dit que ça a marché. Cette vache d'Hélène est enfin morte. Maintenant, il ne reste plus qu'à s'occuper des pestes. » Régine se couvrit la bouche de la main, horrifiée. Richard sentit une vague de nausée lui monter à la gorge. « Pourquoi n'as-tu jamais rien dit, ma chérie ?» demanda-t-il, essayant de garder sa voix calme malgré la tempête qui faisait rage en lui. Mélissa baissa les yeux, fixant le tapis perçant avec intensité. « Tante Chris a dit que si on disait quelque chose, elle ferait du mal à Marianne. Elle a dit que personne ne nous croirait de toute façon parce qu'on était juste des gamines idiotes. » Richard s'agenouilla devant sa fille, tenant ses petites épaules avec douceur. « Mélissa, regarde-moi, » demanda-t-il, attendant que ses yeux, si semblables à ceux d'Hélène, rencontrent les siens. « Je te crois, je te croirai toujours, et je te promets que Christine ne vous fera plus jamais de mal, ne vous menacera plus, ne vous fera plus jamais peur, plus jamais. » La fillette l'étudia un long moment, comme si elle évaluait la sincérité de ses paroles. Puis lentement, comme un bouton de fleur qui s'ouvre au soleil après un long hiver, elle sourit. C'était un petit sourire, hésitant, mais sincère, le premier que Richard voyait sur son visage depuis le sauvetage. « Je te crois, papa, » dit-elle. Puis, à la surprise de Richard et de Régine, elle tendit les bras et le serra fort, comme pour compenser toutes les étreintes perdues de ces dernières années. Richard l'enveloppa dans ses bras, sentant des larmes chaudes couler sur son visage, sans aucune honte. C'étaient des larmes de douleur pour la souffrance de ses filles, de colère pour sa propre cécité, mais aussi d'espoir, l'espoir qu'il ne soit pas trop tard pour reconstruire ce qui avait été brisé. Sur la table, le journal d'Hélène semblait briller à la lumière des lampes, comme un phare les guidant à travers l'obscurité dans laquelle ils s'étaient éperdus si longtemps. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» demanda Régine, observant le père et la fille les yeux embués de larmes. Richard leva le visage, une détermination de fer remplaçant l'expression de choc et de douleur. « Nous allons à la police. Nous allons montrer le journal, raconter tout ce que nous savons. Hélène mérite la justice, et nos filles méritent la sécurité. » Le lendemain matin, alors que l'hôtel particulier des Merciers s'éveillait à un nouveau jour de révélation et de décision, la ville de Paris suivait son rythme frénétique, inconsciente du drame qui se déroulait entre ses murs. Au 30e étage d'un immeuble de bureaux de l'avenue des Champs-Élysées, Charles Dumont entra dans son bureau plus tôt que d'habitude. Sa secrétaire, Patricia, n'était pas encore arrivée, ce qui était exactement ce qu'il voulait. Il avait besoin d'intimité pour ce qu'il s'apprêtait à faire. Il ferma la porte, la verrouillant de l'intérieur, et se dirigea vers le coffre-fort caché derrière un tableau abstrait. Il tourna la combinaison avec des doigts experts et en sortit un dossier rouge marqué du mot « contingence » en lettres majuscules. À l'intérieur, des documents soigneusement organisés détaillaient son plan B, la stratégie d'urgence au cas où tout tournerait mal. Et tout avait mal tourné à cause de l'impulsivité de Christine. Le plan était simple, mais efficace. Des documents falsifiés montrant que Richard avait détourné de l'argent de l'entreprise vers des comptes personnels à l'étranger. Des emails fabriqués l'impliquant dans des schémas de surfacturation sur des contrats gouvernementaux. Même un faux rapport psychologique, suggérant qu'il était émotionnellement instable depuis la mort de sa femme, incapable de prendre des décisions commerciales solides. C'était une bombe prête à exploser la réputation de Richard Mercier et à le livrer aux autorités. Charles n'avait qu'à allumer la mèche. Il prit le téléphone composant un numéro qu'il connaissait par cœur. « Rodrigue ?»« C'est Charles.
Nous devons avancer nos plans. Oui, tous pour aujourd'hui. Richard est sur le point de tout découvrir, nous ne pouvons plus attendre. De l'autre côté de la ligne, Rodrigue Allard, directeur financier du groupe Mercier BTP et complice de Charles depuis des années, protestait, arguant qu'il était trop tôt, qu'ils avaient besoin de plus de temps pour couvrir toutes leurs traces. « Nous n'avons plus le temps », coupa Charles, impatient. « Si nous attendons, nous perdons tout. Rappelle-toi ce qui est en jeu ici, Rodrigue. Ce ne sont pas seulement les contrats de la porte de Versailles, ce sont tous les projets futurs, tous les appels d'offres que nous allons remporter avec les contacts que nous avons achetés. C'est le plus grand cartel du BTP de ce pays. Ça vaut des milliards. Des milliards, Rodrigue. » Finalement convaincu, ou du moins réduit au silence, Rodrigue accepta. Charles raccrocha, un sourire froid aux lèvres. En quelques heures, la vie de Richard Mercier serait détruite. La presse recevrait des documents fuités, montrant ses prétendues activités criminelles. Le conseil d'administration de l'entreprise serait convoqué pour une réunion d'urgence. La brigade financière serait informée de blanchiment d'argent et de détournement de fonds. Le temps que Richard comprenne ce qui se passait, il serait déjà trop tard. Sa réputation serait en ruine, sa crédibilité détruite. Même s'il parvenait finalement à prouver son innocence, ce qui serait difficile avec les preuves soigneusement plantées par Charles, les dégâts seraient irréparables. L'entreprise changerait de main, les contrats seraient résignés, l'empire que Richard et Hélène avaient construit serait englouti par le système de Charles. Et quant à Christine, eh bien, Charles avait déjà décidé de son sort. Elle était un risque, une variable imprévisible, une bombe à retardement. Le mieux serait de la retirer définitivement de l'échiquier. Il reprit le téléphone, composant cette fois un numéro différent. « J'ai un travail pour toi », dit-il, sans s'identifier. La personne à l'autre bout du fil n'avait pas non plus besoin de présentation. C'était le genre de contact que l'on garde à distance, que l'on n'utilise que dans des situations extrêmes. C'est un nettoyage, délicat, discret. Ce soir, il donna l'adresse de Christine et raccrocha, sentant une goutte de sueur froide couler sur sa tempe. Il franchissait une ligne qu'il n'avait jamais pensé franchir. Détourner de l'argent, soudoyer des fonctionnaires, falsifier des documents, tout cela faisait partie des affaires dans le monde où il vivait. Mais commander la mort de quelqu'un, c'était un nouveau territoire. Mais il n'y avait pas le choix. Si Christine parlait, si elle racontait à la police son implication dans ses plans, leur accord, tout serait perdu. Pas seulement les affaires, mais sa liberté. Et Charles Dumont n'était pas disposé à passer les prochaines années dans une prison. Il remit le dossier dans le coffre, le ferma soigneusement et redressa le tableau abstrait qui le recouvrait. Puis, il s'assit à son bureau, alluma son ordinateur et commença à travailler comme si c'était juste un autre jour normal au bureau. Comme s'il ne venait pas d'ordonner un meurtre. Comme s'il n'était pas sur le point de détruire la vie de son associé et ami de plusieurs décennies. Alors que la ville s'éveillait, que Richard Mercier se préparait à se battre pour la vérité et la sécurité de ses filles, que Louise Fournier se dirigeait vers le musée d'art moderne pour une rencontre qui pourrait tout changer, Charles Dumont souriait à sa secrétaire qui venait d'arriver, lui offrait un café et lui demandait de ne pas être dérangé dans les prochaines heures. L'échiquier était en place, les pièces positionnées, et la partie finale était sur le point de commencer. Le musée d'art moderne était relativement vide à cette heure matinale. Louise arriva quelques minutes avant l'heure convenue, choisissant une table au café qui offrait une bonne visibilité de l'entrée et des sorties. Elle commanda un expresso et attendit, observant chaque personne qui entrait, essayant de deviner qui serait Paul Santana. À 10h05, un homme d'environ 30 ans, les cheveux bien coupés et en costume impeccable, entra dans le café. Il regarda autour de lui avec un mélange de nervosité et de détermination, jusqu'à ce que son regard croise celui de Louise. Elle fit un discret signe de tête et il s'approcha, s'asseyant en face d'elle sans demander la permission. « Mademoiselle Fournier ?» demanda-t-il à voix basse, bien qu'il n'y ait personne assez proche pour les entendre. « Oui, et vous devez être Paul Santana. » Il acquiesça, regardant de nouveau autour de lui avant de poser un dossier sur la table. « Nous n'avons pas beaucoup de temps, » dit-il en ouvrant le dossier et en révélant une série de documents. « Quand je partirai d'ici, je n'aurai probablement plus de travail, ou pire. » Louise étudia son visage un instant. Il y avait de la peur, mais aussi une sorte de résolution, comme s'il avait vécu une sorte d'éveil moral. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle, direct. Paul détourna le regard, une ombre passant sur son jeune visage. « Ma petite sœur,
Elle a 6 ans, le même âge que les jumelles de Monsieur Mercier. Quand j'ai entendu ce que la belle-mère faisait à ses enfants, il s'interrompit, secouant la tête comme pour chasser des images troublantes. J'ai réalisé que je ne pouvais plus être complice, même par omission. Louise acquiesça, comprenant parfaitement. Chacun a son point de rupture, ce moment où la conscience finit par l'emporter sur la peur ou l'ambition. « Qu'y a-t-il ici » demanda-t-elle en désignant les documents. « Tout », répondit Paul en poussant le dossier dans sa direction. « Des preuves que Charles Dumont détourne de l'argent du groupe de BTP depuis des années. Des copies d'emails entre lui et Christine Mercier planifiant d'évincer Richard de l'entreprise. Des documents sur le cartel des appels d'offres municipaux. Et ça, il sortit une enveloppe de l'intérieur de sa veste. Une clé USB avec des enregistrements de réunions, y compris une où Charles discute avec Rodrigue Allard, le directeur financier, de la falsification de documents pour incriminer Richard. Louise prit l'enveloppe avec précaution, comme si elle tenait une bombe. « C'est extraordinaire », dit-elle, en feuilletant rapidement les documents du dossier. « Pourquoi aviez-vous accès à tout cela ?» Un sourire sans joie traversa le visage de Paul. « Je suis assistant de direction. Le sale boulot tombe toujours sur les assistants. Copier des documents, organiser des réunions secrètes, envoyer des paquets sans trace, ils pensent que nous sommes invisibles, que nous ne prêtons pas attention, que nous n'avons pas de conscience. » Il marqua une pause, buvant une gorgée de l'eau qu'un serveur avait laissée sur la table. « Au début, je n'ai pas complètement compris ce qui se passait. Quand j'ai commencé à assembler les pièces, j'étais déjà trop impliqué pour simplement partir. Mais hier, il hésita, son visage pâlissant. Hier soir, j'ai entendu Charles au téléphone. Il a engagé quelqu'un pour nettoyer Christine. Vous comprenez ce que ça veut dire ?» Louise sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cela allait bien au-delà de la fraude d'entreprise ou des conflits familiaux. C'était un monde d'ombre que peu de journalistes parvenaient à pénétrer, et encore moins survivaient pour raconter l'histoire. « Vous avez dit ça à la police ?» demanda-t-elle, connaissant déjà la réponse. Paul rit, un son amer et fatigué. « Avec quelle preuve? Une conversation que j'ai entendue en partie. De plus, Charles a des contacts dans la police. Beaucoup de contacts. » À ce moment, le portable de Louise vibra. C'était un message de son rédacteur en chef. Urgent. Richard Mercier vient d'être accusé de fraude. La brigade financière est au siège du groupe. Tu avais raison. Il nous faut cet article aujourd'hui. Elle montra le message à Paul dont le visage perdit le peu de couleur qu'il lui restait. Mon Dieu, ils ont accéléré le plan, murmura-t-il en se passant la main dans les cheveux d'un geste de désespoir. Il faut prévenir Richard. Il n'a aucune idée de ce qui va lui tomber dessus. Vous avez son numéro personnel ? Demanda Louise en prenant déjà son portable. Paul acquiesça, tapant rapidement le numéro sur le téléphone de la jeune femme. Mais ne mentionnez pas encore mon nom. On ne sait pas qui pourrait surveiller ces appels. Louise essaya d'appeler, mais tomba directement sur la messagerie. Elle laissa un message bref et énigmatique. « Monsieur Mercier, ici Louise Fournier du journal de la Cité. J'ai des informations cruciales sur Charles Dumont et votre femme. S'il vous plaît, rappelez-moi dès que possible. » Pendant ce temps, à l'hôtel particulier des Mercier, Richard se préparait à sortir avec ses filles. Le journal d'Hélène était dans un dossier, avec d'autres documents qu'il comptait remettre au commissaire. Léonard, son avocat, avait conseillé de déposer une plainte formelle au plus vite, surtout maintenant qu'ils avaient des preuves concrètes de l'implication de Christine dans la mort d'Hélène. « Vous êtes prêtes, les filles ?» demanda-t-il en entrant dans la chambre où Régine aidait les jumelles à s'habiller. Marianne, toujours la plus expressive des deux, courut vers lui avec un sourire. Elle portait une robe bleue qu'Hélène lui avait achetée, conservée toutes ces années au fond de l'armoire. Mélissa, plus réservée, resta assise au bord du lit, mais ses yeux suivaient son père avec une intensité qui en disait long. « On va vraiment tout raconter à la police ?» demanda Mélissa, sa voix petite mais déterminée. Richard s'agenouilla devant elle, tenant ses mains délicates dans les siennes. « Oui, ma petite, il est temps de dire la vérité. Toute la vérité. Pour que ta mère puisse enfin reposer en paix et pour que vous n'ayez plus jamais à avoir peur. » Une lueur de compréhension passa dans les yeux de la fillette, suivie de quelque chose que Richard n'avait pas vu depuis longtemps. Du courage. Elle acquiesça en se levant. « Alors je suis prête. » C'est à ce moment que le téléphone fixe de la maison sonna. Régine répondit sur l'appareil du couloir et, quelques secondes plus tard, entra dans la chambre, le visage pâle. « Monsieur Richard, c'est la brigade financière. Ils sont à l'entreprise avec un mandat de perquisition.
Ils disent que monsieur doit s'y rendre immédiatement. Richard eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. La brigade financière? Un mandat de perquisition? Que se passait-il? Ils ont dit de quoi il s'agissait, demanda-t-il, essayant de garder sa voix calme pour ne pas effrayer les fillettes. Quelque chose sur une fraude sur des contrats, des détournements de fonds. Paul est là-bas, il essaie de gérer la situation, mais il a dit que c'était grave. Richard échangea un regard avec Régine, une communication silencieuse passant entre eux. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Juste au moment où il s'apprêtait à dénoncer Christine, à exposer toute la vérité, une accusation surgissait contre lui. « Régine, appelez Léonard. Dites-lui que le plan a changé. Il doit nous retrouver à l'entreprise. » Se tournant vers les fillettes, il força un sourire rassurant. « Nous devons faire un arrêt avant, d'accord? Vous venez avec moi. » « Ne serait-il pas préférable de les laisser ici, monsieur Richard ?» demanda Régine inquiète. « Non, » répondit-il fermement. « Je ne me séparerai plus d'elle. Plus jamais. » Sur le chemin du siège du groupe, Richard tentait d'organiser ses pensées. Son portable n'arrêtait pas de sonner. Associés, directeurs, amis, tous voulant savoir ce qui se passait. Il ignora les appels, se concentrant sur l'objectif d'arriver le plus vite possible. Sur la banquette arrière, les jumelles observèrent la ville défiler par la fenêtre, inhabituellement silencieuse. Il n'était pas nécessaire d'expliquer la gravité de la situation. Elles la sentaient, comme les enfants sentent souvent les choses que les adultes essaient de cacher. Quand ils arrivèrent à l'imposante tour de verre et d'acier qui abritait le siège du groupe Mercier BTP, le chaos était déjà installé. Des voitures de police bloquaient l'entrée. Des journalistes se bousculaient, essayant d'obtenir des déclarations des employés qui sortaient du bâtiment. Des caméras pointaient dans toutes les directions. Richard se gara à un pâté de maison de là, regardant ses filles dans le rétroviseur. « J'ai besoin que vous soyez très courageuse maintenant, » dit-il, sa voix douce mais sérieuse. « Nous allons affronter des gens difficiles, mais je suis là avec vous, toujours. » Les fillettes acquiescèrent, leur petit visage prenant une expression de détermination qui rappelait tellement Hélène que Richard sentit sa poitrine se serrer. Ils sortirent de la voiture et marchèrent vers le bâtiment, Richard au milieu, tenant fermement la main de chacune de ses filles. En s'approchant, les journalistes le remarquèrent. « Monsieur Mercier, avez-vous un commentaire sur les accusations? Est-il vrai que vous avez détourné des millions d'euros de contrats publics? Pourquoi avez-vous amené vos filles? Prévoyez-vous de fuir le pays ?» Richard ignora les questions, se frayant un chemin à travers la foule avec une détermination silencieuse. C'est alors qu'il entendit une voix différente, l'appelant par son nom avec urgence. « Monsieur Mercier, Richard Mercier. » C'était une jeune femme, les cheveux bouclés attachés en une queue de cheval négligée, des lunettes à monture épaisse. Elle se distinguait des autres journalistes non par son apparence, mais par l'intensité de son regard. « Je suis Louise Fournier, du journal de la Cité, » dit-elle en s'approchant. « Je vous ai laissé un message sur votre portable. Je dois vous parler. C'est à propos de Charles Dumont et de votre femme. J'ai des preuves qu'ils montent un coup contre vous. » Richard s'arrêta, étudiant le visage de la journaliste. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une honnêteté, une détermination qui lui firent instinctivement confiance. « Venez avec moi, » dit-il simplement. Ensemble, le groupe étrange, un homme d'affaires accusé de fraude, 2 enfants effrayés et une journaliste déterminée, entra dans le bâtiment. Dans le hall, des agents de la brigade financière coordonnèrent l'opération. L'un d'eux, apparemment le chef, s'approcha dès qu'il vit Richard. « Monsieur Richard Mercier? Je suis le commissaire Barros de la brigade financière. Nous avons un mandat de perquisition pour la saisie de documents et d'équipements électroniques liés à un système de fraude aux appels d'offres et de détournement de fonds publics. » Richard acquiesça, gardant son sang-froid. « J'en suis conscient, commissaire, et je suis ici pour coopérer pleinement. Mais avant, j'aimerais présenter des preuves qui pourraient changer le cours de cette enquête. » Le commissaire haussa un sourcil, clairement sceptique. « Quel genre de preuves? » Des preuves que je suis incriminé par mon associé, Charles Dumont, en collusion avec ma femme actuelle, Christine Mercier. Des preuves qu'ils ont conspiré non seulement pour m'écarter de l'entreprise, mais aussi... Il s'interrompit, regardant brièvement ses filles, avant de continuer à voix plus basse, aussi pour assassiner ma première femme, Hélène, et plus récemment, pour se débarrasser de mes filles. L'expression du commissaire passa du scepticisme à la prudence. Ce sont des accusations graves, monsieur Mercier, et j'ai des preuves pour chacune d'elles.
répondit Richard en levant le dossier qu'il portait. C'est à ce moment que Léonard, son avocat, arriva, accompagné d'une équipe d'assistants juridiques. Et presque simultanément, l'ascenseur du hall s'ouvrit, révélant Charles Dumont, impeccablement vêtu, avec une expression d'inquiétude si bien jouée qu'elle semblait presque authentique. « Richard !» s'exclama-t-il en marchant dans sa direction. « Quelle absurdité tout ça! J'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Il semble qu'il y ait eu une sorte de manipulation dans les contrats de la Seine-Saint-Denis, et... » Il s'arrêta brusquement en remarquant Louise et le dossier dans les mains de Richard. Un instant, un éclair de reconnaissance, ou était-ce de la peur, passa dans ses yeux. « Qui est-ce » demanda-t-il en désignant Louise d'un mouvement de tête. « Quelqu'un qui connaît la vérité, Charles, » répondit Richard avec un calme qui surprit tout le monde, y compris lui-même, tout comme moi maintenant. Le sourire de Charles vacilla une seconde, mais il se reprit rapidement. « Je ne sais pas de quoi tu parles, Richard. Tu es manifestement confus avec tout ce qui se passe. Pourquoi ne pas en discuter en privé? Je suis sûr que nous pouvons régler ça entre amis, entre associés. » Richard fit un pas en avant, tenant toujours fermement les mains de ses filles. « Nous ne sommes pas amis, Charles, et après aujourd'hui, nous ne serons plus associés. »« Commissaire, » dit-il en se tournant vers l'officier de police, « je vous suggère d'élargir le champ de votre enquête. Mademoiselle Fournier a des documents qui prouvent l'implication de M. Dumont dans des fraudes bien plus importantes que celles qu'il essaie de m'attribuer. » Louise s'avança, remettant son dossier au commissaire. « Toute la documentation est ici, y compris des emails, des contrats frauduleux et une clé USB avec des enregistrements compromettants. Ma source est Paul Santana, l'assistant de direction de M. Dumont. » Le visage de Charles pâlit visiblement. Ses yeux balayèrent le hall comme s'il cherchait une issue. « C'est absurde, » parvint-il à dire, sa voix perdant sa confiance habituelle. « Cette femme n'est qu'une journaliste à sensation, essayant de créer une histoire là où il n'y en a pas. » Le commissaire, qui avait commencé à feuilleter les documents, leva les yeux. « Ces documents semblent assez concrets, Monsieur Dumont. Je vous suggère d'accompagner mes agents pour fournir des éclaircissements. » Charles recula d'un pas, son visage un masque de panique à peine dissimulé. « Vous ne comprenez pas, c'est un coup monté. Richard essaie de m'incriminer pour se débarrasser des accusations qui pèsent sur lui. C'est lui qui devrait être interrogé. » C'est alors qu'une petite voix claire coupa la tension de la pièce. « Il ment. » Tous les regards se tournèrent vers Mélissa, qui avait fait un pas en avant, ses yeux fixés sur Charles avec une intensité surprenante pour une enfant de 6 ans. « Je l'ai entendu parler avec tant de crise de faire du mal à papa, de le faire passer pour un fou, de nous qui étions un problème à régler. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Charles ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Le commissaire regarda de la fillette à l'homme d'affaires, son expression maintenant clairement suspicieuse. « Monsieur Dumont, je pense que nous avons beaucoup de choses à nous dire, » dit-il en faisant signe à 2 agents de s'approcher. « S'il vous plaît, accompagnez mes hommes jusqu'à la voiture. Nous continuerons cette conversation au commissariat. » Charles sembla sur le point de protester, mais quelque chose dans le regard déterminé de Richard, dans la présence ferme de Léonard et de son équipe juridique, et dans l'expression du commissaire, le fit reconsidérer. Avec un dernier regard de haine pour Richard, il laissa les agents l'escorter dehors. Quand il fut parti, Richard s'agenouilla devant Mélissa, tenant ses petites épaules avec douceur. « Tu as été très courageuse, ma petite, très courageuse. » La fillette sourit timidement, une rougeur colorant ses joues pâles. « Maman disait toujours que la vérité est le seul chemin, » répondit-elle, avec une sagesse qui transcendait ces quelques années. Richard sentit les larmes lui brûler les yeux. Hélène avait toujours été ainsi, directe, honnête, incapable de tolérer les mensonges ou les manipulations. Voir ce même esprit chez sa fille, c'était comme retrouver un morceau d'Hélène, vivant et respirant à travers la génération suivante. Les heures qui suivirent furent un tourbillon. Richard et ses filles furent emmenés dans une pièce séparée, où ils firent des dépositions formelles. Le journal d'Hélène fut remis comme preuve, ainsi que les récits des fillettes sur les mauvais traitements subis aux mains de Christine. Pendant ce temps, l'opération au sein du groupe se poursuivait. Les documents apportés par Louise menèrent à de nouveaux mandats, de nouvelles saisies. Le système était bien plus vaste que quiconque l'avait initialement imaginé. Un cartel qui contrôlait les appels d'offres dans plusieurs régions, impliquant des politiciens, des fonctionnaires et des hommes d'affaires de haut rang. En fin d'après-midi,
Lorsque Richard quitta enfin le siège de l'entreprise, accompagné de Léonard et de ses filles, une petite foule de journalistes attendait toujours, mais le ton avait changé. Les questions portaient maintenant sur son innocence, sur ce que cela faisait d'être victime d'une conspiration, sur ce qu'il comptait faire de l'entreprise, maintenant que son principal associé était en garde à vue. Richard répondit à quelques questions avec brièveté et dignité, remercia le soutien de ceux qui avaient cru en lui, puis, avec un bras protecteur autour de chacune de ses filles, se dirigea vers la voiture. C'est alors qu'il remarqua Louise Fournier, un peu à l'écart de la foule, observant la scène avec une expression qui mêlait satisfaction professionnelle et soulagement personnel. « Mademoiselle Fournier », appela-t-il en s'approchant d'elle, « je voudrais vous remercier. Sans votre intervention, les choses auraient pu prendre une tournure très différente aujourd'hui. » Louise sourit, ajustant ses lunettes sur son nez. « Je n'ai fait que mon travail. La vérité mérite d'être racontée, surtout quand elle implique des enfants innocents. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une note d'émotion personnelle qui fit comprendre à Richard que pour elle, cela allait bien au-delà du devoir professionnel. Si un jour vous voulez raconter toute l'histoire, pas seulement les faits, mais ce qui se cache derrière, je serais honoré de vous accorder une interview exclusive. Les yeux de Louise brillèrent de surprise et de gratitude. Ce serait un honneur, monsieur Mercier, et je crois que c'est une histoire qui doit être racontée, pas seulement pour le scandale d'entreprise, mais pour ce qu'elle représente. L'importance d'écouter les enfants, de les croire, de les protéger à tout prix. Richard acquiesça, comprenant que, d'une certaine manière, cette jeune journaliste partageait avec lui une mission qui transcendait ce cas spécifique. Entendu alors, quand la poussière sera retombée, nous en reparlerons. En s'éloignant, il sentit une légère traction sur sa manche. C'était Marianne qui le regardait avec curiosité. « Papa, on peut rentrer à la maison maintenant ? Je suis fatigué. » Maison. Le mot sonnait différemment maintenant. Ce n'était plus seulement l'hôtel particulier froid et silencieux qu'il était devenu après la mort d'Hélène. C'était de nouveau un foyer, imparfait, marqué par des cicatrices, mais un foyer où la vérité pouvait enfin s'épanouir, où l'amour pouvait grandir sur les ruines du passé. Oui, ma petite, on rentre à la maison. Dans les jours qui suivirent, l'histoire domina les journaux télévisés. Charles Dumont restait en détention, tandis que de nouvelles preuves émergeaient sur son implication non seulement dans des fraudes d'entreprise, mais aussi dans la conspiration visant à incriminer Richard et possiblement dans le plan pour éliminer Christine. Christine, quant à elle, avait disparu. Son appartement fut retrouvé vide, avec des signes indiquant qu'elle était partie précipitamment. Sa localisation était inconnue, et la police la considérait comme une fugitive. Le journal d'Hélène et les dépositions des fillettes avaient conduit à l'ouverture d'une enquête formelle sur sa possible participation à la mort de sa sœur, ainsi que pour les mauvais traitements infligés à ses nièces. À l'hôtel particulier des Mercier, une nouvelle routine commençait à s'établir. Richard annula ses voyages, délégua des responsabilités dans l'entreprise et se consacra entièrement à la guérison émotionnelle de ses filles. Chaque matin, ils prenaient le petit déjeuner ensemble dans le jardin. Chaque soir, il leur lisait une histoire avant de dormir, assis au bord du lit, exactement comme Hélène avait l'habitude de le faire. Les cicatrices émotionnelles ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Mélissa faisait encore des cauchemars occasionnels, et Marianne sursautait parfois à des bruits soudains. Toutes deux avaient commencé une thérapie avec une spécialiste du traumatisme infantile, recommandée par le docteur Lemoine. Mais il y avait des progrès. Jour après jour, sourire après sourire, câlin après câlin, la confiance revenait. Les rires résonnaient de nouveau dans les couloirs de la maison, la musique était de nouveau jouée dans le salon de piano. La vie, dans toute sa beauté imparfaite, renaissait des cendres du passé. Un samedi après-midi ensoleillé, près d'un mois après les événements qui avaient changé leur vie, Richard emmena les fillettes au cimetière où Hélène était enterrée. C'était la première fois qu'ils visitaient la tombe de leur mère, depuis les événements traumatisants avec Christine. L'endroit était serein, couvert de fleurs colorées que Régine avait plantées et entretenues religieusement au fil des ans. Les fillettes s'agenouillèrent devant la stèle de marbre blanc, déposant de petits bouquets de marguerites, les préférées d'Hélène. « Elle peut nous entendre, papa ?» demanda Marianne, sa petite voix claire dans le silence du cimetière. Richard s'agenouilla à côté d'elle, passant un bras autour de chacune. « Je crois que oui, mon amour. D'une manière ou d'une autre, quelque part, elle nous observe, nous protège. C'est elle qui nous a réunis, n'est-ce pas ?»
Mélissa acquiesça, ses yeux fixés sur la photo d'Hélène sur la stèle, le même sourire doux qu'elle portait dans le petit médaillon autour de son cou. « Elle me manque, dit-elle simplement. « À moi aussi, répondit Richard en la serrant plus fort. « Chaque jour. Mais maintenant, quand elle me manque, je vous regarde toutes les deux, et je vois tellement d'elle en chacune de vous, dans vos sourires, dans la façon dont Marianne fronce les sourcils quand elle est concentrée, dans la manière dont toi, Mélissa, tu lèves le menton quand tu es déterminée à faire quelque chose. » Les fillettes sourirent, un mélange de tristesse et de réconfort sur leurs jeunes visages. C'était un sourire que Richard avait appris à reconnaître, le sourire de ceux qui portent une perte profonde, mais aussi la gratitude d'avoir aimé et d'avoir été aimé si complètement. Ils restèrent là un moment, partageant des souvenirs d'Hélène, parlant des projets pour l'avenir, l'école que les fillettes commenceraient le mois suivant, les leçons de piano que Marianne voulait reprendre, le livre que Mélissa était en train d'écrire sur une fille qui a retrouvé son père. Quand ils se levèrent enfin pour partir, Richard ressentit une étrange sensation de paix. Ce n'était pas la fin de la douleur, ça ne le serait jamais. Mais c'était le début de quelque chose de nouveau, quelque chose qui honorait le passé sans lui permettre de dicter l'avenir. Sur le chemin du retour, les fillettes s'endormirent sur la banquette arrière de la voiture, épuisées par le tourbillon d'émotions. Richard les observait de temps en temps dans le rétroviseur, émerveillé par la résilience de ces petits êtres qui, malgré tout ce qu'ils avaient enduré, parvenaient encore à sourire, à faire confiance, à aimer. Quand ils arrivèrent à la maison, au lieu de les réveiller, Richard resta assis un moment, écoutant leur respiration douce, s'accordant un instant de gratitude pour la seconde chance que la vie lui avait donnée. Une chance d'être le père qu'elle méritait, l'homme qu'Hélène avait toujours su qu'il pouvait être. « Merci », murmura-t-il, à personne en particulier et à l'univers entier en même temps. Alors qu'il portait les fillettes endormies à l'intérieur, une par une, il ne remarqua pas la silhouette féminine qui les observait de loin, de l'autre côté de la rue. Louise Fournier, avec son inséparable carnet de notes et un appareil photo, capturait non seulement des images pour son reportage, mais aussi un moment de pure vérité. Un père enfin réuni avec ses filles, une famille se reconstruisant sur les cendres d'une tragédie. Dans son sac, le premier brouillon de ce qui deviendrait une série de reportages primés, Les liens du sang, l'histoire secrète de la famille Mercier. Une histoire qui, en plus d'exposer l'un des plus grands scandales d'entreprise du pays, mettrait également en lumière une vérité bien plus importante. La force de l'amour paternel et la voix des enfants que, pendant trop longtemps, personne n'avait voulu entendre. La semaine suivante, la une du journal de la Cité affichait la photo de Richard avec ses filles, accompagnée d'un titre qui capturait parfaitement l'essence de ce parcours. Le cœur d'un père, la véritable histoire derrière l'affaire Mercier. Et sous ce titre, la phrase qu'Hélène avait écrite dans son journal l'un de ces derniers jours, « Quand l'amour s'éveille, aucune obscurité ne peut résister à sa lumière ». 3 mois plus tard, par un après-midi pluvieux d'hiver, Régine entra précipitamment dans le bureau de Richard, où il travaillait sur un nouveau projet, une fondation pour les enfants victimes d'abus et de négligence, inspirée par l'expérience de ses propres filles. « Monsieur Richard », s'exclama-t-elle, le visage pâle, le souffle court, « ça vient de passer aux informations. Ils ont retrouvé Christine. » Richard leva les yeux de ses papiers, sentant un frisson lui parcourir l'échine. « Où ?» demanda-t-il, sa voix calme masquant la tempête d'émotions que son nom provoquait encore en lui. « En Argentine. Elle a essayé de retirer de l'argent d'un compte secret et a été reconnue par un employé de banque qui avait vu sa photo dans les journaux français. » Richard acquiesça lentement, absorbant l'information. Une partie de lui voulait qu'elle ne soit jamais retrouvée, qu'elle disparaisse simplement de leur vie pour toujours. Mais une autre partie, celle qui avait appris à valoriser la vérité par-dessus tout, savait que c'était la bonne voie. Les filles le savent déjà? Régine secoua la tête. Pas encore. Elles sont au cours de natation avec la nounou. Bien. Je veux être celui qui leur dira, avec calme, de la bonne manière. Régine hésita à la porte, comme si elle voulait dire autre chose. Il y a autre chose, Régine. La gouvernante se tordit les mains, visiblement mal à l'aise. C'est juste que le journaliste a dit qu'elle était méconnaissable. Une autre coiffure, de la chirurgie esthétique, et qu'elle a résisté à l'arrestation, criant que c'était un coup monté, que vous aviez détruit sa vie. Elle semblait perturbée. Richard ferma les yeux un instant. Malgré tout ce que Christine avait fait,
À Hélène, aux filles, à lui-même, il ne parvenait pas à la haïr. Seulement une profonde tristesse pour le gâchis d'une vie, pour la distorsion d'un cœur qui avait choisi le chemin de la cupidité et de la cruauté. Merci de m'avoir prévenu, Régine. S'il vous plaît, demandez à Léonard de contacter les autorités. Je veux m'assurer que tout soit fait dans les règles de l'art. Quand Régine sortit, Richard se dirigea vers la fenêtre, observant la pluie qui tombait doucement sur le jardin. Quelque part dans la maison, il pouvait entendre le son du piano, probablement Madame Clément, la nouvelle professeure de musique des filles, arrivant pour le cours de l'après-midi. La vie continuait, imparfaite, parfois douloureuse, mais elle continuait. Et dans ce mouvement continu, dans les petites joies du quotidien, dans les sourires hésitants mais de plus en plus fréquents de ses filles, Richard trouvait la force de continuer, de construire quelque chose de nouveau sur les ruines du passé. La vérité, complète et nue, avait enfin éclaté. La justice, bien que tardive, était en marche. Et l'amour qui avait survécu à la mort, à la trahison, à l'abandon, s'épanouissait de nouveau, plus fort d'avoir connu l'obscurité, plus précieux d'avoir failli être perdu. Ce soir-là, en couchant les fillettes, Richard leur parla de Christine, avec des mots soigneusement choisis, adaptés à leur âge. Il parla de la façon dont certaines personnes font de mauvais choix, de la façon dont la douleur et la colère peuvent empoisonner un cœur. Mais il parla aussi de pardon, non pas pour effacer le passé, mais pour libérer l'avenir. « Elle va revenir pour nous faire du mal encore ?» demanda Mélissa, sa petite voix dans la pénombre de la chambre. « Non, ma petite. Elle ne vous fera plus jamais de mal, je te le promets. » Marianne, déjà presque endormie, murmura quelque chose que Richard ne comprit pas entièrement. Il se pencha plus près. « Qu'as-tu dit, ma chérie ?»« J'ai dit, maman est heureuse maintenant. » répéta la fillette, les yeux déjà fermés, son visage détendu au seuil du sommeil. « Je l'ai vue sourire dans mon rêve hier soir. Elle a dit qu'elle est fière de nous. » Richard sentit les larmes lui brûler les yeux, mais c'étaient des larmes différentes de celles qu'il avait versées si longtemps. Ce n'étaient pas des larmes de désespoir ou de deuil, mais d'une gratitude profonde, d'un amour qui transcendait même la mort. « J'en suis sûr, mon amour, » murmura-t-il en embrassant le front de sa fille. « J'en suis absolument certain. » Et ainsi, dans l'hôtel particulier qui avait un jour été un mausolée de souvenirs douloureux et qui redevenait un foyer, Richard Mercier comprit enfin ce qu'Hélène avait toujours su, que le cœur d'un père, lorsqu'il est véritablement éveillé, est l'abri le plus sûr qui soit. Un abri fait non pas de murs ou de toits, mais de promesses tenues, de présence constante, d'amour inconditionnel. Un abri où ses filles pourraient non seulement survivre, mais grandir, s'épanouir, devenir les femmes extraordinaires qu'Hélène avait toujours rêvé qu'elles seraient. Un abri appelé foyer.